Hey boy. Je fais pas ça souvent, mais aujourd'hui j'ai enregistré l'intro après avoir enregistré l'épisode, puis oupelaï, je peux vous dire que c'était quelque chose. Je veux pas rien spoiler, ni mettre la barre trop haute, mais je pense que c'était un épisode qui avait des belles fantaisies dedans. Aujourd'hui, j'ai fait un retour sur deux espoirs déjà repêchés, des espoirs de premier plan, dont un qui est en train de causer la surprise puis de brûler la Ligue de l'Ontario en ce moment. Je réponds également à plusieurs de vos questions, dont une qui va prendre un bon bloc, une bonne partie de l'épisode. Ce serait quoi les cibles pour le tricolore avec leurs deux choix de premier tour lors du prochain repêchage? Bon, ça a aucunement l'air dingo à mener de même, là, mais gros épisode, je vous le jure, avec des belles surprises, je pense. Des bouts à la fois pertinents, mais également des bouts possiblement aussi cringe que le party de musique dans la série Severance, là, en tout cas, ça reste à voir, mais bref, un épisode à pas manquer, qui devrait, je crois, rester dans les annales assez longtemps. Puis pour vous aider, je vous ai fait une liste de tous les prérequis que vous devriez avoir si vous voulez comprendre 100% de l'épisode. Si jamais, bon, vous voulez mettre l'épisode sur pause puis aller écouter tout ça puis revenir, là, voici la liste. Premièrement, les 2 shift by shift que j'ai mis sur YouTube cette semaine. Ensuite, le tome 5 de François Pérusse, l'album En catimini de La Chicane, les classiques québécois, le Pouliche, Lèche-moi la babine puis le violon gay. Ensuite, les 7 premiers épisodes de la série Severance, ça c'est juste pour comprendre le 2 secondes où je parlais du party de musique là en intro. Ensuite, les 2 premières saisons de Breaking Bad, idéalement les 5 premières, mais si vous vous contentez des 2 premières, ça serait correct aussi. Ensuite, les 9 saisons de The Office, oui, même des épisodes avec D'Angelo Vickers. Ensuite, le film des Ninja Turtles de 1990 ou l'album Enjoy Your Last Moment du band hardcore de Rimouski Foot Clan. Également, je recommande grandement le film Un prince à New York, mais version française seulement. Ensuite, la gastronomie japonaise, très important. Aussi tout, je dis bien tous, les épisodes dans lesquels j'ai parlé de Cole Eiserman l'an dernier. Ça, c'est probablement le requis le plus long dans tout ça, là. Ensuite, faut que vous connaissiez votre folklore québécois puis l'histoire de la Nouvelle-France, la saga de Metal Gear, puis la toune Tomber la chemise. Puis avec tout ça, vous devriez être correct pour tout comprendre l'épisode d'aujourd'hui. Puis, bon, pour ce qui est des espoirs du hockey, si vous en manquez des bouts, c'est pas grave, je vous prends en charge, je vous explique tout ça. Bienvenue au podcast Briser la glace. Salut mes petits brocolis en folie! 19 février 2025, épisode 49 à peu près. En fait, si je compte tous les épisodes spéciaux que j'ai sortis sur YouTube puis que j'ai pas publié en format audio, j'ai fort probablement déjà dépassé le cap des 50 épisodes. Mais bon, c'est certain, 50 épisodes, y a rien là, c'est vraiment pas beaucoup. C'est sûr que je m'aide pas parce que je sors pas des épisodes à toutes les semaines, mais il y a quand même du travail que je mets dans chacun de ces épisodes, mine de rien. J'ai reçu beaucoup de vos questions récemment. C'est toujours hyper apprécié d'échanger avec vous sur les réseaux sociaux. Là. Fait que continuez là, à m'écrire puis à m'envoyer des trucs puis à me taguer puis tout ça. J'aime ça. Puis il y a une question qui revient beaucoup dernièrement. C'est quelles seraient les cibles du CH pour leurs 2 choix de première ronde lors du prochain repêchage? Je vais aborder le sujet, mais j'entrerai pas trop en détail parce que je veux vous concocter une belle petite vidéo YouTube dans les prochains mois, mettons, là, ne mettons pas la barre trop haute. J'attends juste d'avoir une meilleure idée du classement dans la LNH dans le but de faire un genre de mock draft avec tout ça aussi. Mais aussi, c'est que les projections des rangs de sélection des joueurs est vraiment en train de se stabiliser, je pense. Fait que c'est ça, je vais quand même répondre à la question. Question qui est entre autres venue en fait de Alex Gagnon sur Facebook, mais vous avez été le plus qu'un là, à me la poser récemment. Tout d'abord, avant de répondre à la question, ou du moins afin de répondre convenablement, je pense qu'il y a 2 choses qu'il faut établir. Premièrement, c'est quoi le range dans lequel le CH va repêcher, mais également de déterminer ça va être qui les joueurs qui devraient déjà être sortis lors avant leur rang de sélection. Fait que si on se fie à Tankathon, le CH repêcherait en date d'aujourd'hui 9e avec son propre choix et 16e avec le choix de Calgary. Je pense que pour le CH, on peut donc viser un choix entre le 8e et le 13e rang, disons, puis pour Calgary peut-être entre 15 et 20. Pour l'instant,
il y a 9 joueurs clairs que je vois sortir dans le top 9, peu importe l'ordre. Schaefer, Misa, Higgins, Martone, Desnoyers, Frandel, Martika, O'Brien et McQueen. Je pense que les équipes vont se garrocher sur les centres. C'est pour ça que je pense que les Desnoyers, Frandel, O'Brien vont sortir très tôt. Également McQueen, bon évidemment avec les blessures, ça complique les choses. Il devrait normalement quand même sortir dans le top 9 là, malgré ces blessures-là. Il y a trop un profil qui va attirer les équipes de la LNH. Je pense que Martika va également sortir beaucoup plus tôt qu'on croit, compte tenu que c'est un défenseur format géant de droitier. Donc, oublions ces 9 joueurs-là pour le moment. Puis, si le CH repêche 8e ou 9e, là, ben, on va prendre lui qui reste dans ce liste-là. Là. Je pense qu'on s'entend pas mal tous là-dessus. Parce que ça va tout être des bons joueurs, là, peu importe qui reste. Je vais pas couvrir le scénario où le CH gagnerait la loterie ou en arrivait à repêcher top 5. On en parlera dans un autre tantôt. Parce qu'évidemment, bon, repêcher dans le top 5, ça serait game changer pour le CH, mais pour l'instant, c'est pas ça qui se dessine. Je pense aussi, malheureusement, pour le CH, il va falloir repêcher dans le top 8 ou top 9 si on est chanceux, si on veut aller chercher un centre de qualité. Fait que si on veut tanker, c'est plus le temps de reculer. Je trouve ça bien effrayant, mais 10 défaites de suite, j'en demanderais pas autant. Là. C'est sûr, je suis bien content, mais d'un autre côté, ça me pogne toujours en dedans. Puis je peux pas m'empêcher d'espérer un choix de top 9 puis d'aller chercher un centre cette année. T'sais. Pour l'instant, c'est pas le cas. Regardons ce qui s'en vient après ce top 9-là. Puis pour moi, après ces 9 joueurs-là que j'ai identifiés, il y a 4 joueurs vraiment qui se démarquent. Donc, si on regarde pour un choix entre 10 et 13 pour le tricolore, les 4 joueurs que je vois, ben le premier, évidemment, un favori local, Carter Bear. Le Bear a été vanté par le Snake. Je parle ici de Simon Boisvert, pas Snake dans Metal Gear en tout cas. Puis quand je parle de Simon Boisvert, je parle du gars de Processus, pas le gars qui fait les annonces de Tanguay puis les premières parties de Rosalie Vaillancourt. Ça aussi, si vous avez pas le référent, j'aurais dû vous le dire d'avance, allez écouter toutes les pubs de Tanguay et le show de Rosalie Vaillancourt également. D'ailleurs, j'adore Simon Boisvert, bon, l'humoriste, mais j'aime aussi Simon Snake Boisvert, j'y reviens, mais Simon Boisvert, l'humoriste, je l'aime aussi. J'aurais beaucoup aimé que ce soit Simon Snake Boisvert, toutefois, qui fasse la première partie de Rosalie, puis qu'il nous fasse un 15 sur Trevor Connolly. Ça aurait vraiment été incroyable. Mais bref, j'aime Snake. Je sais que j'en parle souvent. Des fois, je peux sembler pas l'aimer, mais non, j'admire vraiment ce qu'il fait. Puis je suis pas dans ses haters, bien au contraire. Donc bref, le Snake aime le Bear. Ça fait drôle à dire, mais il a raison de l'aimer. En fait, je pense qu'on peut dire, il y a pas grand monde qui l'aime pas, Bear. Je pense que Bear serait mon choix numéro 1 après les 9 joueurs que j'ai identifiés, donc au 10e rang. Bear, ailier gauche, 6 pieds, 176 livres, qui est un des joueurs les plus intenses et les plus travaillants de toute la QV. Bear, c'est un animal, je l'ai déjà dit, mais au-delà de cette intensité-là qu'il apporte, cette intensité intense même, ce qui rend Bear si attachant, c'est qu'il gagne énormément de rondelles. En fait, c'est une chose de finir ses mises en échec, mais c'en est une autre de réussir à sortir de ces batailles-là avec la rondelle, avec autant d'efficacité. Puis Bear, non seulement il va gagner les rondelles, mais il excelle également à ensuite protéger la rondelle, puis à réaliser un jeu, à compléter un jeu. Puis ça, c'est pas donné à tout le monde. Bear, il a une excellente vision, ce qui lui permet de rapidement repérer ses options de passe. Il réfléchit la partie à haute vitesse également. Fait qu'il va pas avoir de la difficulté à s'adapter au rythme de la LNH, je crois, ce qui le rend très transposable. C'est un bon marqueur de but aussi. Il a un bon tir des poignets ou encore simplement via le chaos qu'il va apporter autour du filet. Le CH aurait la chance d'aller chercher un joueur un peu comme Ryan Leonard, qu'on a laissé passer en 2023, on le rappelle. Même si, bon, c'est des joueurs avec beaucoup de différences, on s'entend, mais en termes de comparables, si on revient à Bear, je disais lors du dernier épisode que Brandon Hagel ou encore Seth Jarvis seraient des beaux comparables, puis je maintiens encore là, cette position-là. Je disais également là, dans d'autres épisodes qui me rappellent beaucoup Tige Iginla la saison dernière, mais encore plus robuste. Puis comme Iginla, je pense qu'il est possible que Bear devienne un joueur de centre, même si c'est pas le plus gros. Puis en plus, c'est un gaucher, ce qui serait parfait pour le CH.
même s'il y a peut-être pas le talent offensif élite que certains autres ont devant lui, je pense que Bear a tous les outils pour évoluer à l'aile sur un top 6 dans la LNH, comme Bagel, puis comme Jarvis. Puis dans le pire des cas, t'as un gars hargneux de 3-4e ligne. Fait que, non, je suis vendu Carter Bear. Puis petite parenthèse, j'avais dit il y a plusieurs épisodes de ça, il y a quelques mois en fait, que Malcolm Spence, c'était pas clair s'il allait devenir un joueur top 6 ou bottom 6, ou autrement dit, si c'était un top ou un bottom. Puis, avec le recul, je regrette de pas avoir dit cette blague-là de Bear. Ça leur a ajouté un beau layer, je pense, à cette vanne. Deuxième, autre choix évident, Victor Eklund. Toutefois, Eklund, c'est un ailier 5 et 11, 161 livres. Peut-être que le CH aimerait aller chercher un joueur un petit peu plus gros. Sauf que, en termes de talent offensif, je pense qu'il y a personne qui accote Eklund sur le board rendu à ce rang-là. Un peu à l'image de son frère, Eklund, il est très rapide, très agile. Sauf que c'est aussi un joueur qui joue avec une belle intensité, une belle hargne, puis qui a pas peur d'aller chercher le centre de la glace. On le voit souvent sur le bumper, même en Allsvenskan. Son 5 et 11 me fait pas peur, compte tenu que c'est pas un joueur de périphérie. Puis bon, avec tout le talent qu'il a, je pense que ça ferait un duo excessivement dynamique avec Ivan motherfucking Demidov. Mais ça reste que, sur papier, c'est un autre joueur en bas de 6 pieds, ce qui est pas nécessairement rassurant, considérant les incertitudes autour de Kirby Dach. Puis bon, c'est encore un joueur droitier. Sinon, si on veut un gaucher, pour qui le gabarit ne serait pas un enjeu, il y a le beau grand Lyndon Lakovic qui me ferait beaucoup de l'œil si le CH repêchait dans ce terrain-là, puis que Bear, ainsi que les autres 9 était déjà parti. Lakovic, c'est un allié de 6 pieds 4, un fabricant de jeu avec un bon lancer puis d'excellentes mains, un très bon patineur, un joueur qui joue avec beaucoup d'aise et qui excelle en transition également. Mais c'est un petit chocolat Lindor, dur à l'intérieur, mou en dedans, je dirais. Il est gros, il est difficile à tasser, mais c'est pas un joueur qui cherche le jeu physique. Je comprends l'argument que c'est plate qui manque d'agressivité, mais d'un point de vue talent, je pense que Eklund et Lakovic ont les meilleurs plafonds offensifs après le top 9. Puis le gabarit de Lakovic va l'aider, peu importe le niveau, même si c'est pas le gars le plus robuste. En fait, de mon point de vue personnel, Lakovic puis Eklund ont même un meilleur plafond de points que des gars comme Frondel et peut-être même Caleb Desnoyers, sauf que tu sais, là, je parle de Lyndon Lakovic, mais je pense honnêtement qu'il pourrait sortir top 10 cette année, même si on le voit pas là dans la plupart des listes publiques. Oui, je pense qu'il va sortir avant Carter Bear et Victor Eklund, simplement à cause du combo gabarit, patin, skills. Fait qu'attachez-vous pas trop. Je serais très surpris qu'il soit disponible pour le CH. Puis s'il l'est, ben, je serais très, très, très content. Même si on parle peut-être d'un autre joueur un peu dans le moule de Slavkovski, là, mais à suivre. C'est certain que c'est ça, c'est un joueur que j'aimerais, même si c'est pas lui qui a le plus de chiens. Je pense qu'on n'a jamais trop de ces gros bonhommes talentueux. Le quatrième choix logique que je verrais ici pour une sélection entre 10 et 13 pour le tricolore, ça serait Logan Hensler, même si c'est pas un choix que je juge sexy. En fait, je pense que Hensler, c'est un peu un genre de David Reinbacher, mais moins blessé. Un défenseur droitier de 6 pieds 2, excellent patineur, solide défensivement, capable d'appuyer l'attaque, mais qui devrait pas devenir un défenseur numéro 1 toutefois. Mais je pense que c'est encore safe de le voir comme un défenseur top 4. C'est un choix safe, au plafond offensif peut-être limité. Mais imaginez d'avoir Reinbacher puis Hensler à droite. Si les deux hit, ça serait très, très, très solide et sexy. Hensler pourrait être une belle police d'assurance également au cas où le développement de Reinbacher serait compromis. Toutefois, si Hensler continue d'arrêter de décevoir récemment, parce qu'il remonte le présentement dans les classements, je pense que son profil de défenseur droitier va beaucoup augmenter sa valeur. Puis lui aussi, je pense qu'il pourrait sortir dans le top 10. Ce qui pourrait aider le CH en fait à mettre la main sur un gars peut-être comme O'Brien, disons, au 10e rang, ou peut-être même Carter Bear autour du 11-12e rang, parce que si Hensler sort top 10, top 11, ça se peut que ça pousse un gars un petit peu plus loin, tu sais. Ça, j'avais déjà parlé de ce concept-là l'an dernier. À chaque fois qu'il y a un gars qui monte, il y en a un qui descend, tu sais. Fait que souhaitons en fait que Hensler grimpe beaucoup dans les listes. Je pense que ça va nous donner la chance peut-être d'avoir un O'Brien ou un Bear à Montréal à suivre.
À noter que les 4 joueurs dont j'ai fait mention ici sont tous des late. Donc, des joueurs quand même assez vieux dans la QV. Il y a aussi un nom que j'ajoute, Jackson Smith, que j'ai 7e sur ma liste. Défenseur gaucher de 6 pieds 3 pouces, mais j'en parle pas parce que je me doute que le CH n'ira pas vers ce genre de profil-là de défenseur gaucher, même si, bon, théoriquement, on ne repêche pas selon les besoins. Sinon, si on passe au prochain choix, disons, le choix de Calgary, disons entre 15 et 20, je reste 5 cibles ici. Le premier, Malcolm Spence. Je sais qu'il fait pas l'humanité, mais il y a plusieurs qui doutent de son plafond offensif. Je suis pas en désaccord avec ça, mais je suis quand même un peu plus optimiste que la plupart des gens dans son cas. Puis je pense qu'autour du 15e choix ou même 16, 17, whatever, ce serait vraiment une incroyable valeur à aller chercher ici. Plancher élevé, plafond peut-être limité, mais ça reste un allié gaucher 6 pieds 1, 203 livres avec un bon patin, une excellente éthique de travail, un gars travaillant, impliqué, solide défensivement, possiblement un leader également. Je pense que ça coche beaucoup de cases que le CH a de besoin. Encore là, on repêche pas selon les besoins, mais je pense que le CH est peut-être dans une situation où ils peuvent viser ce genre de joueurs-là, compte tenu qu'ils ont déjà leur possible futur super vedette en Ivan Demidov et d'autres excellents bons joueurs déjà établis. Ils ont besoin, je pense, de caractère un petit peu. Puis Spence, je pense, au 15e rang, personnellement, je sauterais là-dessus. Ensuite, il y a Blake Fiddler, mais que je m'attends de le voir sortir un petit peu plus tôt que ça, plutôt que ce qu'on voit également sur les listes, compte tenu également que c'est un défenseur droitier de 6 pieds 4, un des jeunes joueurs dans ce range-là également. Je parlais tantôt, les 4 que j'ai nommés, c'est des late. Spence, c'est un late également, mais pas Fiddler, c'est un juin de mémoire. Défenseur two-way, bon jeu défensif, un petit peu de robustesse, bon patin. C'est un gars dont on entend très peu parler, honnêtement. Il y a très peu de hype autour de lui, mais je m'attends de le voir sortir quand même tôt, comme que je disais. Possiblement même monter dans les listes d'ici la fin de l'année. En plus, c'est le fils d'un ancien NHLer, puis qu'on le veuille ou non, qu'on considère ce facteur-là ou non, je pense qu'il y a plusieurs dirigeants des équipes de la LNH qui prennent ça en considération, veut pas. Au 15-16e rang, s'il était encore disponible par miracle, je pense que ce serait une cible intéressante, là, un gros défenseur comme ça. Je pense que c'est probablement lui également qui aurait la meilleure valeur sur le marché quand on parle d'assets puis d'aller chercher de la valeur. On disait beaucoup ça du choix de Rhinebacker, ben Fiddler à 6 pieds 4, droitier, je pense que c'est difficile d'avoir plus de valeur que ça à ce range de sélection-là. Ensuite, le troisième, ce serait Justin Carbonneau, probablement le plus haut plafond offensif qui reste dans ce range-là. Gros gabarit, excellent patin, un tir digne de la LNH, d'excellentes mains, capable de jouer robuste également. Il a un peu tendance à jouer au héros, je trouve, mais il déborde de talent, puis ça pourrait être un magnifique ailier de top 6. Home run potentiel ici dans le cas de Justin Carbonneau. Le quatrième, Bill Zonon, également québécois, mais un profil fort différent, un des rares centres disponibles également dans ce range-là, et qui pourrait, je crois, sortir plus tôt qu'on croit. D'après moi, Zonon, là, il pourrait sortir 15e, pourrait peut-être même sortir avant Carbonneau, compte tenu que c'est ça, c'est un centre. Il y a le gabarit, le jeu de passe, l'intelligence pour devenir un bon centre de milieu d'alignement, avec peut-être un petit peu plus d'upside qu'on croit. Fait que à suivre, mais Bill Zonon à Montréal, ça serait très cool. Puis le dernier, mais non le moindre, le 5e ici pour le choix des Flames entre 15 et 20. Là, ce serait peut-être plus là, autour de 18, 19, 20, là, mais j'irais avec Braden Coots. Centre 5 et 10 et demi toutefois, mais un joueur qui joue avec haute intensité, un joueur impliqué, très intelligent, mais qui est pas seulement là, qu'un grinder ou un joueur d'énergie, c'est un gars excessivement talentueux, un joueur capable autant de passer que de marquer, un joueur que tu peux bouger, je pense, dans ton alignement également, puis qui pourrait devenir, à mon humble avis, un des vols de ce repêchage-là. Coots, je crois qu'il passe sous le radar encore parce qu'il joue pour une équipe atroce. Mais avec Radim Mrteka qui est maintenant dans son équipe, il y a plusieurs, je pense, gens qui commencent à le voir jouer un petit peu plus, puis qui commencent à voir que il est bon, le petit Coots, puis on commence à le voir monter dans les listes. Coots et Mrteka, c'est présentement les 2 meilleurs joueurs dans leur équipe, puis je pense qu'ils seraient pas supposés être les 2 meilleurs joueurs d'une équipe.
mais ils sont excellents, puis ils portent leur équipe à bout de bras en ce moment. Un peu comme les 2 dernières saisons dans The Office. C'est écoutable grâce à du heavy lifting, de la part des acteurs normalement secondaires. Mais c'est ça, il manque une grosse partie de l'âme de cette équipe-là, je crois. C'est pas pour rien qu'ils sont dans les bas-fonds. Mais Bird & Coote, c'est ça, je pense qu'ils passent sous le radar beaucoup. Puis je dirais pas non de l'avoir à Montréal, mais c'est peut-être plus là, pour un choix 19-20. J'éviterais, par conséquent, un gars comme, disons, Cameron Reed, qui est un petit défenseur gaucher. Je pense pas que Montréal ait besoin de ça. Ou encore, Keshawn Etchison aussi, je pense que je passerais par-dessus, qui est excellent, je l'adore, robuste, mais encore le défenseur gaucher, 6 pieds 1, je le comparais beaucoup à Jayden Struble. Je sais pas si Montréal a tant besoin de ce profil-là. Ou encore un gars comme Cameron Schmidt ou Colin Potter que j'éviterais simplement en raison de leur gabarit. Tu sais, ces gars-là s'habillent encore au bout de chou, là, tu sais. Mais puis ils risquent de glisser, là, par ailleurs, plus tard. Je pense pas que ça vale la peine de les repêcher entre 15 et 20, là. Ils risquent d'être disponibles en fin de première ronde, voire même en deuxième ronde. Il y a aussi Brady Martin qui pourrait intéresser le CH, là, s'ils veulent vraiment un centre. Tu sais, Martin, centre two-way de 6 pieds, robuste avec un bon tir. Mais j'aimerais tant qu'à ça qu'on vise un petit peu plus d'upside ici avec un choix entre 15 et 20. Mais j'éviterais aussi peut-être Ivan Ryabkin dans ce range-là. J'en ai déjà parlé, je veux pas retomber là-dessus. Fait que bref, c'est pas mal les joueurs là, que je verrais là. Fait que overall, si le CH pourrait mettre la main sur, disons, Bear et Spence ou un gars comme même Coots, je pense qu'on ajouterait du caractère anti-pépère. Ou sinon, on pourrait faire un mix des deux, tu sais, peut-être un Lakovic avec un Malcolm Spence. Là, écoute, pour moi, ça, c'est un home run. On viendrait vraiment se grossir. Puis ajouter là, du leadership également dans cette équipe-là. Sinon, ben si on cherche du talent brut, je pense que aller chercher Victor Eklund et ou Carbonneau, ça serait super intéressant. Donc, ou un mix là, de tout ça. Pour vrai, je pense que le CH avec ces deux choix-là, cette année, je sais qu'il y a eu des beaux gros débats à savoir si c'est mieux d'avoir le 5e ou d'avoir 2 choix dans ces ranges-là. C'est toujours intéressant d'avoir un choix top 5, mais moi, je vous l'ai dit, là, je pense que dans le top 15, top 20 cette année, il y a quand même des beaux gros candidats pour devenir des choix de top 6, peut-être même des first liners. Si le CH l'a réussi à mettre la main sur mettons Bear et Spence, pour moi, c'est vraiment une belle récolte. Sinon, il y a des défenseurs droitiers, évidemment intéressants là, que je parlais, là, les Hensler, Fiddler et compagnie. Mais je pense que leur upside offensif est peut-être limité. En ce sens, tant qu'à aller chercher un de ces défenseurs-là, peut-être que j'essaierais d'aller chercher un choix de fin de première ronde à la place, puis de viser peut-être un Carter Amico, Henry Bustevich, Peyton Kettles même, ou David Bitkowski, tu sais, que dans mon évaluation, ils sont pas si loin que ça derrière les Hensler puis Fiddler, tu sais. Mais ça, bon, c'est selon mes évaluations personnelles, là, on s'entend. Puis on pourrait se permettre de viser 2 attaquants avec les choix de Calgary, tu sais. Puis je pousse un peu, tu sais, je parle d'aller chercher ces gars-là en fin de première ronde. Mais bon, on va pousser un petit peu plus la réflexion tant qu'à vous avoir au bout du fil, tu sais. Le CH va également repêcher 2 fois assez tôt en deuxième ronde. En fait, en date d'aujourd'hui, ça serait 39e et 41e avec leur propre choix de deuxième tour, ainsi que celui des Pingouins. Fait que je pense qu'il y a également ces défenseurs-là droitiers de bon format qui seraient disponibles dans ce range-là, tu sais. Fait que peut-être qu'on n'aurait même pas besoin d'aller chercher un choix de premier tour, tu sais, pour se permettre d'aller chercher un Amico ou un Peyton Kettles, tu sais. Sinon, dans ce rangs-là, si jamais on est allé chercher un Hensler ou un Fiddler ou un Murtica plus tôt, il y a peut-être des attaquants qui seraient intéressants d'aller chercher. Un Eric Nelson, entre autres, que j'aimerais beaucoup. Ou sinon, je fantasme sur l'attaquant de puissance de 6 pieds 5, Václav Nestrasil, que j'ai parlé dans les 2 derniers épisodes. Sinon, le centre two-way de 6 pieds 4, Jack Nesbitt, qui serait également un magnifique choix. Bon, en grande partie en raison de son nom, Nesbitt, dans le marché montréalais. Ça serait insane. D'ailleurs, Nesbitt, là, je n'ai pas beaucoup parlé dans le dernier épisode. Là, raison pour laquelle je l'avais pas dans mon top 44, c'est simplement son patin. Il est gros, il est excellent défensivement, manque peut-être d'upside offensif, entre autres en raison de son patin, mais il est dans mon top 50, là, il est entre 45 et 50.
Sinon, j'aimerais beaucoup, peut-être plus tard, mais en milieu de deuxième ronde, disons, Matthew Gard, Ethan Zata, des gars plus two-way avec des belles promesses d'upside offensif toutefois, puis avec un bon gabarit aussi. Sinon, vous me connaissez, ou vous me connaissez peut-être pas, là, mais si vous me connaissez, Alexander Jarowski, gros fan ici. Je pense que ce serait une swing hallucinante, même en début de deuxième ronde. Un gars avec un upside offensif incroyable, mais qui passe beaucoup sous le radar. Sinon, plus tard en deuxième, peut-être un gars comme Luke Vlusvik, que j'ai parlé aussi au dernier épisode, défenseur droitier de 6 pieds 4, plus de profil défensif. Mais bref, c'est des noms que j'aimerais voir en deuxième ronde, là, ici, là, les Nestrasil, Vlusvik, Eric Nilsson, Jarowski, peut-être Nesbitt, Gard, Zata. Fait que gardez ces noms-là en tête. Puis les gros défenseurs droitiers que j'ai parlé, là, les Amiko, Bostevich, Kettle, Betkowski. Ça aussi, j'aimerais beaucoup ça. Fait que, mais sinon, c'est ça, vous, ça serait quoi vos choix? Écrivez-le en commentaire. Puis, qu'est-ce que vous échangeriez pour vous avancer dans le repêchage afin, mettons, de s'assurer d'un Caleb Desnoyers? Écrivez-moi vos mock trades. J'ai envie de lire ça, puis peut-être j'en parlerai dans un épisode prochain. Puis si jamais, toi, t'aimes l'épisode jusqu'ici, je t'invite à aimer et à partager l'épisode. Envoie ça à tes amis, ta famille. Ça aiderait beaucoup le podcast à se faire connaître. J'ai l'impression de stagner un peu récemment. YouTube aime également beaucoup quand vous commentez. Fait commentez, je vous disais, là, commentez là, votre mock trade. Là. C'est pas pour rien. Là. Si vous commentez, non seulement c'est pertinent, ça fait des belles discussions. Je peux même réutiliser ça pour du contenu dans un prochain épisode. Mais aussi, c'est que YouTube aime fucking ça quand vous commentez. Puis c'est une manière pour vous de supporter le podcast, parce que c'est ça, YouTube va juste pousser mon contenu à plus de gens, puis ça va me permettre d'avoir plus de visibilité. Puis si jamais t'as quelques piastres de lousse, j'ai également un Patreon, patreon.com/briser la glace, sur lequel, je peux pas garantir de contenu additionnel parce que, c'est vraiment sporadique là quand je publie. Mais il y a déjà quelques épisodes bonus là, si jamais ça te tente d'entendre près d'une heure de contenu additionnel. Mais l'idée ici du Patreon, c'est davantage de supporter le podcast financièrement afin de m'aider à couvrir toutes les dépenses que ce projet-là me coûte. Là. J'en parle souvent, là, mais on parle peut-être de milliers de dollars là, ici par année. Mais c'est ça. Merci à tous pour votre support, que ce soit Patreon, les partages, les commentaires, les magnifiques discussions que j'ai avec vous. C'est très, très, très apprécié. Puis comme j'ai déjà dit, on est vraiment en train de bâtir une belle communauté. Puis c'était le but de ce projet-là. Pour le prochain segment... ça fait un petit bout que j'ai pas revisité d'espoir déjà repêché. Je vous casse beaucoup les oreilles avec la QV 2025, la portée 2025 dis-je. Mais des fois c'est intéressant de retourner voir des gars déjà repêchés. Là j'ai décidé d'attaquer deux gros morceaux aujourd'hui. Deux joueurs que j'avais respectivement classés 17e et 20e l'an dernier. Même à un moment donné, je les avais encore plus serrés que ça. Fait que c'est intéressant d'aller voir qu'est-ce qu'ils sont devenus. Cole Eiserman, pour voir si je l'aime plus cette année que je l'aimais lors de son année de repêchage, ainsi que Igor Chernyshov, qui vient tout juste de faire ses débuts en OHL. Début, on dirait fracassant. En fait, je pense que fracassant, c'est pas le mot juste ici. 27 points en 9 parties seulement. À un moment donné, il y avait, je pense, une moyenne de points par match qui frôlait le 4 points par match, ce qui est complètement absurde. Écoutez, je vais vous lister ses points par match. Pas ses points par match, mais ses points dans tous ses matchs à date. Il n'y en a pas tant que ça, 9, là, mais 2, 2, 3, 2, 5, 4, 0, 5, 4. C'est quoi ça? Ça n'a pas de sens. Son rythme de 3 points par match actuel, c'est évidemment pas soutenable, on s'entend. Puis c'est juste un échantillon de 9 parties, là. Faut pas partir en peur avec ça. Mais je pense qu'on peut possiblement déjà parler que les Sharks ont réalisé un vol ici, en le repêchant au 33e rang. Puis on le rappelle, ailier 6 pieds 3, qui produit à ce rythme-là, insane, surtout compte tenu qu'ils ont déjà repêché, il avait déjà repêché cette année-là, Macklin Celebrini et Sam Dickinson en première ronde. Fait que c'est 3 gros espoirs qui ont repêché back-to-back. Fait que on va en parler de Igor Chernyshov. Je suis allé voir 2 parties de lui. Je voulais aller en voir un petit peu plus, mais finalement, après 2, écoute, le constat était clair. Là, je pense que sa domination est legit.
J'ai mis une de ces deux parties-là que j'ai visionnées sur YouTube, si vous voulez aller le voir. C'est un match, on s'entend 100% offensif des deux côtés. Une rock, même pas une raclée, là, ça s'est terminé 10-7. Dans un match de football, dans lequel Chernyshov a récolté 5 points quand même. C'est dur, en fait, de trouver un match où Sagana a pas marqué beaucoup de buts, honnêtement. Là, je cherchais des matchs là à pointage un peu moins élevé, mais tu sais, leur dernier match, c'est genre 10-7, 8-4, 8-3, 7-3, 8-3. J'ai manqué rapper ici. Bref, personnellement, j'étais un gros fan de Chernyshov la saison dernière. Je l'avais classé 20e. Puis je l'avais mis là, dans mon mock draft aussi 20e. Fait que j'étais surpris qu'il glisse autant lors de la journée du repêchage. Mais bon, le fameux facteur russe, là. Personnellement, je l'aurais sans doute repêché autour du 15-16e rang, là. Tu sais, je l'avais classé 20e, là, mais j'aurais été tenté, je pense, au 15-16e d'aller le chercher, compte tenu que c'est un gros allié de puissance. C'est un joueur pour qui j'aimais beaucoup son combo de gabarit patin, son jeu en transition également. Chernyshov, c'est un gars aussi que je trouvais qu'il avait un beau moteur, une bonne force physique, également déjà à son âge, lui qui jouait en KHL, de qui je suspectais un petit peu plus d'attaque que ce qu'il montrait justement en Russie. Je trouvais qu'il avait un bon lancer, des flashs de playmaking également. Dans ma vidéo finale que j'ai sortie tout juste avant le repêchage 2024, je disais que la projection de Chernyshov réaliste était qu'il sera un attaquant polyvalent top 9, capable de marquer une vingtaine de buts, de bouger dans un line-up. Je donnais en comparaison Josh Anderson, Ivan Barbachev. Je disais que son plancher serait d'attaquant robuste et défensif de 3-4e trio, donc un plancher quand même assez élevé. Sauf que je disais qu'il y avait un plafond d'attaquant de puissance offensif de 30 buts. Comparaison peut-être Valérie Nishushkin, c'est un peu boiteux, mais voyez le genre. Donc, j'étais très très high quand même sur son plafond. J'avais mentionné qu'il pourrait devenir une des grosses surprises de ce repêchage-là, puis qu'il fallait pas dormir dessus, rajoutant la très belle phrase qu'il faut pas dormir dessus, il aime pas ça. Bref, des fois, c'est pas tout des home runs ce que je dis. C'est intéressant de retourner écouter ces vieilles vidéos-là pour voir à quel point il y a certains commentaires qui ont bien ou mal vieilli, puis même en si peu de temps. Là, je veux dire, ça fait même pas un an de ça, puis on parle déjà de Chernyshov comme étant un vol. Donc c'est même pas si pire que j'avais dit qu'il pourrait devenir un vol. Je rappelle, 27 points à ses 9 premiers matchs en Amérique. Puis quand on le regarde jouer, ça paraît qu'il a joué en KHL contre des messieurs la saison dernière. Mais on va quand même pas partir en peur tout de suite, là. On vira pas tout à l'envers pour 9 matchs, là. On va laisser ce luxe à l'aéroport Pearson de Toronto. Fait que je suis allé écouter 2 parties de Igor Chernyshov en OHL. Vous allez voir, le rapport va être quand même assez court, là, parce que c'est assez éloquent. Dès les premières séquences que j'ai écoutées, ça a sauté aux yeux que c'est un joueur mature puis déjà prêt à faire le saut au prochain niveau. En fait, je pense qu'il joue pas dans la LNH en ce moment simplement parce que les Sharks sont en train de tanker puis ils les aideraient un peu trop, tu sais. Mais surprenez-vous pas s'il perce le line-up l'an prochain. Il est gros, il patine, son footwork est également très bon, il bouge bien ses pieds, son tir il est lourd, précis, décoché très rapidement également, il y a une belle dégaine, mais surtout, le jeu va pas trop vite pour lui, puis il fait les bons jeux également. Il a gardé plusieurs jeux en vie en zone offensive, il a récupéré des rondelles, il les a bien protégés grâce à son gabarit, il a bien repéré ses options de passe également. Chernyshov pourrait devenir un joueur très dangereux sur l'avantage numérique, je pense. Capable de battre les gardiens qui sont lancés, capable de récupérer des rondelles le long de la bande, capable de distribuer la rondelle efficacement également avec des passes qui sont franches et précises. Lors de mes visionnements, il jouait au hashmark sur l'avantage numérique. Il dirigeait très bien les rondelles vers le filet, soit avec des bons lancers ou encore avec des passes directement sur une palette posée dans l'enclave. Fait que le gardien savait jamais s'il allait tirer ou lancer. J'ai dit la même chose, tirer ou passer, oui. Dans la partie que j'ai publiée d'ailleurs contre Guelph, pratiquement toute la première période s'est passée en avantage numérique là, pour Sagana. Fait que vous allez pouvoir voir ça. Chernyshov jouait avec Misa puis Parek. Ça n'a pas de maudit bout là, comme avantage numérique. Il a également marqué un but dans le high slot durant cette partie-là. Peut-être qu'il pourrait jouer aussi sur le bumper dans la LNH à suivre, mais j'ai beaucoup aimé sa protection de rondelles le long des bandes.
Fait que je le verrais bien jouer aussi qu'il joue là, même dans la LNH. Tu vois qu'il jouait contre des messieurs l'an dernier. Il y a un rythme également plus élevé, je trouve, parce que il arrive toujours premier sur la rondelle. Ça aussi, c'est de quoi que j'ai remarqué. Il y a des beaux détails dans son jeu. Entre autres, il y a une séquence où il va récupérer la rondelle dans le coin. Il la protège avec son corps, avec son gabarit. Il la remet du revers à son coéquipier via la bande. Puis il se retourne rapidement à 180 degrés pour retourner vers le filet en position pour décocher un tir. Fait qu'il savait déjà ce qu'il allait faire. Dans ce match-là contre Guelph, toutefois, il y a un moment où je trouvais qu'il manquait peut-être un peu d'intensité. En fait, dans mes souvenirs, son moteur était un petit peu plus intense, mais en même temps, c'était 5-0 après une période. Là, je pense que c'est normal que la pédale a levé un petit peu, mais quand c'est revenu 5-3, on voit qu'il a remis un petit peu de jus, là, fait que je pense pas qu'il y a lieu de s'inquiéter ici. J'ai adoré sa lecture du jeu, son anticipation qui lui a d'ailleurs permis de s'échapper justement dans cette partie-là contre Guelph que j'ai mis sur YouTube. Il a fait des belles interceptions aussi. Je peux vous dire que lui puis Misa, c'est la même ligne à 5 contre 5, là, ça patine, pis c'est quelque chose en transition, là, tu sais. Fait que considérant que les Sharks pourraient être en mesure de repêcher Misa cette année, ça fait peur, là. Imaginez Misa, Celebrini, Chernyshov, même des gars comme Musty, Eklund, ça serait quand même assez dégueulasse. Dans tous les cas, on va avoir, je pense, le même genre de dynamique. Même s'ils ne repêchent pas Misa, Chernyshov, Celebrini ensemble, ça va être hallucinant. Puis, j'ai une casquette des Sharks, m'a la portée fièrement. On a ri de moi l'autre fois au gym à cause de ma casquette des Sharks, mais rira bien qui rira le dernier. T'as les jetons, mec! Bref, Chernyshov, un jeu très transposable à la LNH. Puis je pense qu'il en est très près également. Il y a le gabarit, le sens du jeu, le tir, le patin, les passes, l'anticipation, la protection de rondelles pour évoluer dans le circuit Batman, puis avoir une belle carrière et probablement être assez productif aux côtés de Macklin Celebrini. Le deuxième espoir que j'ai revisité cette semaine, c'est une suggestion qui nous est venue de Patreon, une suggestion de... Là, c'est pas un faux nom pour une fois, là. Prestige Leader, je cherchais pas le jeu de mots, là, il y en a pas. Il voulait que je retourne voir Cole Eiserman. J'avais plutôt, en saison du podcast, dit que je retournerais voir Cole Eiserman pour le revoir, le juger avec des lunettes peut-être plus neutres. Puis bon, je repoussais ce moment-là, pas parce que ça me tentait pas de le voir, juste pour lui laisser le temps de s'acclimater à la NCAA. Fait que, parce que pour la petite histoire, pour les nouveaux auditeurs, j'étais pas le plus grand fan de Cole Eiserman la saison dernière, pour rester poli. Puis à chaque fois que j'en parlais, je m'envolais pour 20 minutes, tu sais. Évidemment, le tir de Cole Eiserman est élite, puis je pense même que dire que son tir est élite donne pas suffisamment de crédit à la qualité de son tir, tu sais. C'est un joueur qui excelle également pour trouver les espaces disponibles, puis un grand arsenal de lancer aussi, soit son slap shot sur réception, son wrister en mouvement, catch and release, tir en toe drag, etc. Fait que il est excessivement dangereux pour marquer des buts. C'est un joueur qui a pas des vilaines mains non plus, ni un vilain patin, ni un vilain pingouin, puis il aime s'impliquer physiquement aussi. J'ai improvisé le vilain pingouin, puis je suis pas fier. C'est un gars, c'est ça, il s'implique un peu physiquement également. C'est un joueur aussi qui est né au mois d'août, fait que quand même avec beaucoup de runway puis de place à développement. C'est un joueur qui pourrait devenir un des meilleurs buteurs de toute la LNH, à mon avis. Sauf que il y avait, à mes yeux, d'énormes drapeaux rouges dans son jeu la saison dernière. Oui, c'est un joueur qui était excessivement jeune, mais j'avais pas vu vraiment de progression significative par rapport à l'année précédente et durant toute la saison. Puis les mêmes lacunes qu'il y avait dans son jeu l'année d'avant étaient visibles. Je parle de sa saison D-1 versus son année de repêchage. Puis ça m'inquiétait l'an dernier. Je disais de lui en fait l'an dernier que oui, un joueur plus jeune a plus de runway devant lui pour progresser par rapport à un late qui est pratiquement un an plus vieux dans certains cas. Mais si le joueur a des lacunes importantes dans son jeu, il y a aucune certitude qu'il va les corriger, fait qu'on s'en fout qu'il soit plus jeune, tu sais. Dans le cas d'un late, des lacunes importantes sont toutefois vraiment inquiétantes parce que il y a moins de runway devant lui. Mais si un joueur late est déjà très bon puis qu'il n'y a pas de lacunes majeures dans son jeu, pour moi, le fait qu'il soit late, ça dérange rien.
il a déjà acquis des bons skills, il a plus de certitude qu'un joueur un an plus jeune avec des trous dans son jeu, tu sais. Donc oui, théoriquement, un joueur plus jeune a plus de place à développement, sauf qu'il y a plus d'incertitude aussi s'il y a des trous dans son jeu, tu sais. À l'inverse, un joueur comme Matthew Schaefer cette année, qui est déjà excessivement bon, puis qu'en plus, c'est un des plus jeunes joueurs de toute la QV, ben là, je pense que tu as un home run potentiel parce qu'il y a du runway devant lui, vu qu'il est plus jeune, sauf qu'il n'y a pas de trou dans son jeu. Sauf que dans un cas comme Eisenman, oui, il était dans les plus jeunes joueurs de la QV 2024, mais je pense pas qu'on pouvait se servir de l'argument de l'âge pour excuser ses lacunes et prendre pour acquis qu'il va les corriger. TJ Ginla avait pratiquement le même âge que Cole Eisenman, puis il n'y en avait pas de trou majeur dans son jeu, puis on a vraiment entendu justement l'argument de l'âge pour vanter Ginla. Il était déjà bon malgré l'âge, tu sais. Sauf que ce qu'Eisenman sait faire, donc de marquer des buts, il fait mieux que quiconque, puis ça vaut quand même pour beaucoup, tu sais. Fait que lui reprochais-je alors s'il étant un marqueur élite, mais en fait c'est son manque de tempo puis d'implication dans le jeu qui était quand même flagrant l'an dernier. Puis c'est quand même quelque chose qui se corrige mal, je pense. Tu sais, un joueur manque de rythme et d'implication à l'âge junior, c'est rare que rendu dans la LNH, il va tout détruire. Tu sais, je le trouvais souvent complètement arrêté sur la glace. Il passait du temps à regarder la rondelle, en fait, à faire du puck watching. Je trouvais qu'il voulait pas la rondelle sur sa palette également s'il y avait pas l'occasion de tirer. Je trouvais qu'il récupérait rarement des rondelles libres, puis quand il le faisait, il se débarrassait souvent de la puck avec des passes à l'aveuglette. Ce qui me laissait croire que la game était peut-être trop rapide pour lui à ce moment-là, parce que des fois, je trouvais qu'il précipitait des gestes, puis qu'il n'y avait pas d'autres options pour lui que de tirer, puis qu'il y avait de la misère s'il était sous pression. Fait que souvent, tu sais, une rondelle gagnée se transformait en l'espace d'une demi-seconde en perte de possession, parce que tout simplement repitcher la rondelle derrière lui vers l'enclave, alors qu'il aurait simplement pu scanner avant de faire un jeu, ou du moins essayer de protéger la rondelle puis de prolonger la séquence. Je trouvais qu'il terminait parfois ses mises en échec, ça c'est positif, sauf qu'il gagnait pas de bataille pour la rondelle. Tu sais, je parlais de Carter Bear tantôt, que non seulement il plaque, mais il va ressortir de la bataille avec la rondelle. Eisenman, il termine ses mises en échec, sauf qu'il gagne pas de rondelle, fait qu'au final, ça donne pas grand-chose, je trouve. Je trouvais également l'an dernier que son patin et ses mains étaient surestimés, principalement parce que je trouve son jeu de transition mauvais. Ses mains, comme je disais, sont pas vilaines, sauf que je pense pas qu'il sait comment s'en servir. Du moins l'an dernier, je pensais pas qu'il savait comment s'en servir. Je trouvais qu'il gagnait très rarement ses batailles à 1 contre 1, en plus de pas avoir la vitesse et l'explosion pour battre les défenseurs de vitesse et les déborder. Fait que, c'est le constat que j'avais au final. Oui, c'est un des meilleurs snipers qu'on a vu dans les dernières années. Je pense même que déjà, il y aurait déjà un titre top 10, peut-être même top 5 dans la LNH si on le mettait dans la LNH dès aujourd'hui. Mais je trouvais son sens du jeu possiblement très limité, avec un niveau de compete assez bas. Je trouvais qu'il était désengagé défensivement, que c'était pas un joueur créatif. Puis je trouvais qu'il y avait des décisions douteuses souvent, que c'est pas un joueur qui était bon en transition, puis qu'au final, c'était peut-être un spécialiste du jeu de puissance. Un Patrick Laine de 6 pieds, si on veut, tu sais. Parce que je pense que oui, il y a le plafond pour devenir ce gars-là de 40, 50, voire même 60 buts dans la LNH. Il a lancé pour, puis il sait comment marquer des buts. Mais je trouvais la liste, l'an dernier, des choses à améliorer beaucoup trop longue afin d'avoir la certitude qu'il va y arriver. Puis que possiblement, en fait, que ça sera le prochain Oliver Wahlstrom, ou bon, réalistiquement, si on veut lui donner une chance, peut-être un Mike Hoffman, tu sais, qui va faire sa niche dans la LNH, qui va jouer des centaines de matchs, qui va avoir des bonnes saisons, sauf que pas nécessairement le gars que tu veux sur la glace à 5 contre 5 en série, tu sais. Puis ce qui est drôle, c'est que toute la saison, je disais que Eisenman, c'est le genre de gars qui va beaucoup dépendre de l'endroit où il va atterrir. Je donnais tout le temps l'exemple qu'il va avoir. Si il se fait repêcher par New Jersey puis qu'il joue aux côtés de Jack Hughes, il va avoir une excellente carrière. Sauf que s'il se fait repêcher par les Highlanders, ça pourrait être catastrophique dans son cas. Puis il a été repêché par les Highlanders, fait qu'on va voir. Fait que c'est ça, rappelons que les Highlanders ont repêché Eisenman un rang devant Michael Hage.
je pense que le CH l'échappe est belle ici. Non, je veux pas rien spoiler parce que je suis retourné voir Yzerman. Je veux être de bonne foi. Je veux y croire en Yzerman parce que honnêtement, si ce gars-là hit, s'il devient un marqueur dans la LNH, il va être hallucinant. Puis, tu sais, j'ai pas assez d'orgueil pour tenir mon bout indéfiniment là-dessus. Si je m'étais trompé dans son cas, m'a prendre ça comme un maudit bel apprentissage. Fait que je suis retourné voir 3 de ses parties récentes dans la NCAA pour me refaire une tête. Puis, tu sais, je vous jure, j'essaie de le juger de la manière la plus objective possible. Fait que le compte rendu, j'aime pas ses routes de patinage. Je trouve son timing en transition off. Encore, il va aller se foutre dans la ligne de ses coéquipiers bien souvent. Ça, c'est le cas aussi que j'avais identifié la saison dernière. Il a tendance à être attiré vers ses propres coéquipiers ou encore à nuire au porteur du disque en transition, tu sais. Dans ces 3 games-là, je l'ai vu plus qu'une fois entrer en collision avec un coéquipier, dont une fois en zone défensive, là, alors que Yzerman était juste complètement perdu sur la glace. À quelques occasions, dans des contre-attaques pour son équipe, disons un 2 contre 1, il entrait sans la rondelle, disons en zone adverse, sauf que il foutait les breaks rendus au haut des cercles des mises en jeu là, dans le high slot afin de recevoir la rondelle dans ce range-là plutôt que de juste continuer vers le filet. Il y a une fois toutefois qu'il l'a fait, on va lui donner ça. Puis là, ben ça, c'est l'autre problème. Il a raté la déviation, c'est correct, tu sais, c'est des choses qui arrivent, sauf que il a arrêté de jouer. Il a regardé dans les airs, genre, oh non, j'ai manqué un but. L'autre équipe a repris la rondelle et a réussi à ressortir de la zone. Fait que ça me gosse, là. Puis je l'avais vu aussi souvent la saison dernière. Quand il manquait des tirs, il arrêtait de jouer puis il regardait le ciel, tu sais. Autre séquence qui m'a grandement déplu, son équipe a dumpé la puck en zone offensive, puis son allié arrivait en échec avant tout seul vraiment sur la rondelle. Il y avait aucune pression adverse proche, sauf que Yzerman, il est lui aussi allé vers la rondelle. Cafouillage, ils ont perdu la puck. Le défenseur adverse a pris la rondelle du côté d'Yzerman. Yzerman a pas été capable de lui retirer la rondelle. Puis pourtant, ben le jeu à la base, c'était la récupération la plus simple au monde. Je trouve aussi qu'il y a de la misère à contrôler la rondelle quand le jeu va vite. Tu sais, je sais qu'il y a des bonnes mains mais qu'il sait pas s'en servir, mais l'autre affaire aussi, je trouve que quand ça va vite, là, il jongle beaucoup, un peu comme une grenade. Je trouve encore qu'il semble pas savoir toujours quoi faire sur la glace. Je dirais même jusqu'à dire, peut-être j'exagère un peu trop, là, on s'entend à prendre avec un grain de sel, mais on dirait pas que le hockey c'est naturel pour lui, outre faire la chose la plus difficile au hockey, marquer des buts, ce qui est quand même ironique, mais j'ai des points positifs qui sont ressortis de ces 3 parties-là quand même. Je trouve que cette saison, il essaye un petit peu plus, non, beaucoup plus quand même de passer la rondelle. Sauf que c'est rarement convaincant. Je dirais pas jusqu'à dire que c'est rendu un double threat ou un playmaker, là. Il y a des flashs. Il a réalisé d'excellentes passes. Mais il y a des fois que c'est vraiment off. Mais il me semble moins égocentrique, moins prévisible qu'une comédie romantique également. Il y a même une game, on va y donner, là, il a réussi une magnifique saucer pass, une passe saucisse en français, dans l'enclave. Puis il a pogné la primary assist là-dessus. J'ai aimé l'effort en repli défensif également dans ces 3 parties-là. C'était quand même une constante. Sauf que c'est ça, une fois arrivé en zone défensive, souvent il sert absolument à rien, là. Quelques très bonnes passes en relance, toutefois, ça aussi, on va y donner. Mais il y a également quelques passes qu'il a carrément faites d'un patin. Fait ça, je disais, j'ai publié un shift by shift de sa game, d'une des 3 games que j'ai checké. C'était sa game contre Boston College en finale du pot de bin. Fait allez la voir, là. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est moi encore là qui a pas enlevé mes lunettes brunes pour le voir, mais tu sais, rapidement dans cette game-là, on a pu observer quand même plusieurs de ces problèmes-là que j'énumère. Des mauvaises lignes, du jeu erratique en défense, des pertes de rondelles, du temps de réaction parfois
fois lent. Il s'est même fait reverse hit 2 fois, dont une fois par Leonard. D'ailleurs, quelle idée de génie d'essayer de plaquer Ryan Leonard dans une finale de tournoi, en tout cas. Il y a une séquence également, mais il me semble que c'était 3 contre 2 peut-être, là, je suis plus sûr. Il rentrait au centre avec la rondelle, puis à place de juste passer aux ailes, il a tenté de déjouer les 2 défenseurs qui étaient devant lui, puis le jeu est mort là, tu sais. C'est un match très important, à haute intensité, possiblement le maximum d'intensité qu'on peut le voir apporter. Puis ça n'a pas toujours été convaincant. Puis il a pas connu un mauvais match. Il y a eu quelques points positifs dans ce match-là, comme que je disais. Des belles passes en breakout. Il a bloqué 2 lancers. Tu sais, je dis qu'il est inutile en défense, mais il a quand même bloqué 2 tirs lors de cette partie-là. Il a fait une interception également en zone défensive. Il a donné quelques bons coups d'épaule. Je pense vraiment, défensivement, je pense que ça a été son meilleur match des 3 que j'ai checké, là, le match que j'ai publié. Également une très belle passe dans le slot également. Sur l'avantage numérique ou lors des mises en jeu offensives, c'est probablement le joueur le plus dangereux qui évolue pas dans toute la LNH. Ça, je m'en suis jamais caché, là. C'est le reste du jeu qui me gosse. Puis les stats avancées sont un peu là pour me backer là-dessus, là. Selon une stat, la partie, justement, que j'ai publiée, la partie du Beanpot, là, 5 tirs tentés, mais seulement un tir qui était cadré. C'était un but qui était d'ailleurs en échappé, un tir du revers. Là, fait que c'était même pas un tir gros shot. Fait que sélection de tir peut-être douteuse. 12 giveaways, 3 takeaways et 10% de ses batteurs pour la rondelle remportée. C'est ça, comme je disais, son but a été marqué à 5 contre 5. On va quand même lui donner suite à une très belle interception qu'il a lui-même réalisée à la ligne bleue adverse. Fait que chapeau à ça, c'est le genre de jeu qu'il faisait pas la saison dernière, d'anticiper le jeu. Sauf qu'il y a quand même des flashs de son sens du jeu peut-être qui manque, mais je pense qu'il y a progression quand même. Plus de créativité, plus d'implication défensive que l'an dernier, mais quand même encore beaucoup d'inconstance, je crois. Fait qu'au final, ces 3 parties-là m'ont permis de voir que oui, il y a encore pas mal les mêmes défauts. C'est pas mal le même joueur que j'observais l'an dernier, là. Mais je pense qu'il y a de l'amélioration. Il joue plus physique que l'an dernier, mais je le catégorise pas de joueur robuste ni intense pour autant. Il essaie aussi de créer un peu plus offensivement, comme que je disais, via des passes, des feintes. Ça marche rarement, mais j'apprécie l'effort, puis qu'il tente d'en donner un peu plus que juste se contenter de tirer à partir des hash marks ou des fois il tirait là en entrée de zone quasiment à partir de la ligne bleue, direct dans le plastron du gardien, tu sais, l'an dernier. Je l'ai pas vu faire ça dans ces 3 games-là. Fait que ça, c'est bon signe. S'il pouvait faire plus souvent des jeux comme qu'il a fait lors du match contre Boston College là, que j'ai publié, où c'est qu'il a bien lu le jeu, justement, qu'il a intercepté la rondelle à la ligne bleue pour s'échapper, je pense qu'il y a un avenir ici avec Cole Eiserman, mais je veux voir plus de constance dans son playmaking, dans sa lecture de jeu. J'ai l'impression qu'encore beaucoup trop de ses passes dans l'enclave sont juste purement instinctives, puis quand ça connecte, c'est de la chance, tu sais. Souvent, il va prendre la rondelle puis il l'envoie juste dans le slot sans même avoir regardé. Quand ça marche, il a l'air brillant, sauf qu'il y a également des fois que je l'ai vu faire ça où il y avait juste personne dans l'enclave. Fait c'est pour ça que je pense que des fois, c'est juste des réactions instinctives, puis que c'est pas tant une bonne vision c'est ça. Mais s'il apprend à devenir moins prévisible, puis qu'il réussit à gagner plus de rondelles à 5 contre 5, je pense qu'il pourrait devenir un régulier sur un top 6 dans la LNH, puis pas un Mike Hoffman. Mais je vois toujours pas le joueur élite que j'espérais voir en début de saison l'an dernier. Je pense qu'il y a progression, mais il n'y a pas une progression très rapide ni fulgurante. Puis je pense qu'il est encore très loin de la LNH. Je veux aussi voir plus de constance dans l'effort qu'il apporte, parce que je pense que c'est une des clés pour percer dans la LNH. Puis tu sais, comme disait Shredder dans le film des Ninja Turtles en 90, « Only effort, discipline, loyalty, earn the right to wear the dragon doji. » Puis t'sais, comprenez-moi, je suis le premier à dire qu'il faut donner une chance aux jeunes de se développer puis d'arrêter de les critiquer au moindre petit détail, tu sais. Il y a quand même des gros drapeaux rouges à mes yeux autour de Eiserman. Puis, je disais au dernier épisode, on focus souvent ces
petits points négatifs qui rendent pourtant pas l'espoir mauvais pour autant. Je dirais que c'est un peu comme une banane avec un peu de brun dessus. Il y en a plusieurs qui toucheront même pas à cette banane-là à cause des petits points bruns. Pourtant, on a tous déjà mis des choses bien plus dégueulasses que ça dans notre bouche, tu sais. Dans le cas d'Eisenman, à mes yeux, la pleure est quand même pas mal brune. Sauf que, peut-être que la banane est bien belle à l'intérieur. Mais les chances sont assez minces, je pense, que ce soit la meilleure banane que j'ai mangée toute ma vie. Je pense que je m'essayerais avec une banane avec peut-être un petit peu moins de brun dessus, quitte à avoir juste une banane un petit peu ordinaire, à la place de manger la banane d'Eisenman. En tout cas, fait intéressant. Quand j'avais sorti mon top 69 au mois d'avril l'an dernier, en 2024, je classais Chernyshov 18e et Eisenman 19e. Donc, je préférais Chernyshov à Eisenman quand même en avril. Mais, je me suis pas fait confiance. Puis j'ai descendu Chernyshov 20e lors de mon classement final. Puis j'ai remonté Eisenman 17e. Puis en plus, je mentionnais dans mon épisode que si je me basais uniquement sur mes préférences, probablement que Chernyshov serait 14 ou 16e, entre 14 et 16e, je devrais dire, dans ma liste. Mais je me suis pas fait confiance, puis je l'ai mis 20e. Un peu comme Michael Hage, que j'avais 9e en avril. Je me suis pas fait confiance, vu que personne l'avait aussi haut. Je l'ai baissé un petit peu, je l'ai mis 12e. Je me suis dit, je suis encore le plus haut dessus, mais j'ai un petit peu moins l'air dégénéré. Sauf que, au final, je pense, ça aurait eu l'air brillant de le mettre 9e, mais c'est pas ça qui est arrivé. Bref, faites-vous confiance, je le disais lors du dernier épisode, puis les choses changent vite. Ça fait même pas un an ce repêchage-là, puis si on devait refaire un repêchage demain matin, je peux vous garantir que le portrait serait fort différent, puis que Michael Hage, entre autres, sortirait quand même assez tôt. Sinon, je suis retourné aussi voir tous les matchs cette saison de David Reinbacher, puis Bon. Qui c'est qui a pas fermé son sel, là? Bon, Colin. Maintenant, la surprise est gâchée. Fait que pour les auditeurs là, qui à l'audio, cet épisode était tourné devant public. Merci. Merci, guys, d'avoir gardé le silence aussi longtemps. Là, ça fait quasiment 1 heure. Vous avez vraiment été bon. Écoutez, tant qu'à vous avoir tout ici, j'aurais le temps pour quelques questions du public. Est-ce qu'il y a des volontaires? Éclairagiste, peux-tu ouvrir la lumière un peu, s'il te plaît? Éclairagiste? Ouais, merci. On a une première volontaire. Salut, c'est quoi ton nom? La Corriveau. Enchanté, la Corriveau. T'es-tu venu avec ton mari? Et boy, il donne que le piton collé, hein? C'est quoi ta question, ma belle? Quel est le joueur? Excuse-moi, peux-tu parler plus proche du micro? Moins proche, s'il te plaît? Excusez-moi, quel est le joueur qui a le nom qui a le plus l'air d'avoir une définition sur Urban Dictionary? Bonne question, je dirais Harry Nancy. Ça sonne comme de quoi que je voudrais pas googler, mettons. Hey, merci pour ta question. Qu'on m'amène le suivant, mais pas dans une cage. Oh, bonjour, monsieur Hector Salamanca. Ça fait longtemps qu'on vous a pas vu. C'est quoi votre question? Hey, c'est une excellente question. Écoute, je dirais Joshua Roy, probablement. Ouais. Merci beaucoup pour votre question, monsieur Salamanca. Prochain. Salut, c'est quoi ton nom? Salut, man, mon nom c'est Technomechanicus. Wow! T'as le même nom que le plus jeune fils d'Elon Musk. Tu rendu à la mode, ce nom-là, ou quoi? Ouais. Pose-la ta question. C'est quand le premier épisode de ton podcast « J'ai mes règles » dans lequel t'expliques des règles de board games pour ceux qui jouent? Et bonne question. Je pense pas que ça va être pour tout de suite. Je sais que j'en ai parlé là, lors du dernier épisode, mais non, je pense pas que ça va arriver là. Je pense que mon contenu est déjà assez niché comme ça. Là, on rentre pas les board games là-dedans. Ok, j'ai une autre question d'abord. Ok. Quelles sont tes 5 prédictions osées en vue du repêchage 2025? Bon, enfin une bonne question. Ça tombe bien. Je t'ai préparé pour cette question-là. Je l'ai comme anticipé, on dirait. On s'amuse, mais voici quelques prédictions très osées qui risquent de pas se réaliser, mais la question, c'est des prédictions osées, fait qu'on va y aller. Première, Caleb Desnoyers va être repêché avant James Higgins. Deuxième, Radim Murteka va sortir top 7.
Ça doit être top 6. Bon, on va squeezer top 6. Troisième, Bill Zonon va être repêché avant Justin Carbonneau. Puis c'est pas que Justin va glisser, mais je pense que Bill va sortir quand même assez tôt. Quatrième, Aochi Wang va être repêché avant Ivan Ryabkin. Je rajouterais même qu'il va devenir le premier joueur d'origine chinoise à être repêché en première ronde. Et la cinquième prédiction, il va y avoir aucun joueur du programme de développement américain repêché en première ronde, mais plusieurs en deuxième ronde toutefois. Merci Techno Mechanicus pour tes 2 questions, c'est très gentil. Attends, j'en ai une autre? Ok, vas-y, Mecha. Yo, parlez-nous donc du draft de 2026, man, dude. 2026, wow, il est encore tôt, là, j'ai pas de visionnement isolé encore de ces joueurs-là, mais je les vois évidemment passer lorsque j'écoute d'autres joueurs de cette de 2025. Mais je dirais 2026 s'annonce pour être une autre cuvée forte anti-péché, du moins dans le top end, et également beaucoup de gros bonhommes, un peu à l'instar de cette année. Évidemment, en tête de liste, Gavin McKenna, possiblement le meilleur espoir depuis Connor McDavid, ni plus ni moins. Ensuite, il y a quelques gros bonhommes qui font vraiment bien en ce moment dans la CHL, entre autres Ethan Belchetz pour débuter, ailier, 6 pieds 5 pouces, 227 livres, qui n'est pas un late, fait qu'il a encore 16 ans, tu sais, 6 pieds 5, 227 livres, c'est absurde. 46 points en 57 parties pour Belchetz. Sinon, il y a aussi Ryan Rubruck, centre, 6 pieds 4, 190 livres. Lui, c'est un late, mais 73 points en 51 parties, présentement au 12e rang de tous les pointeurs de la OHL. Puis, tu sais, je dis c'est un late qui a manqué le repêchage de 2025 par une dizaine de jours seulement. Toutefois, gros centre de 6 pieds 4 qui produit, c'est sûr que ça va sortir tôt l'an prochain. Il y a aussi Keaton Verhoff, défenseur droitier 6 pieds 4, gros bonhomme lui aussi, juin 2008, 38 points en 51 parties dans la WHL. Il y a aussi plusieurs Européens qui font leur marque, entre autres le duo suédois Viggo Bjork et Ivar Stenberg. Stenberg a aussi manqué le repêchage de 2025 de très peu, mais les deux joueurs, que ce soit Bjork ou Stenberg, dominent la J20 nationale en ce moment. Bjork a 68 points en 38 parties pour Djurgårdens cette année. Magnifique patineur qui trône au premier rang de la ligue pour les points. Puis Stenberg, lui, c'est 53 points en 27 parties pour Frölunda, meneur pour les points par match dans la J20. Bjork, toutefois, c'est un petit gabarit, 5 et 9 à 16 ans. Stenberg, lui, fait 5 et 11. Puis un petit dernier que vous avez peut-être pas entendu parler encore, mais que je vous dirais, mettez une petite étoile à côté de son nom, Tynan Lawrence, qui évolue pour Muskegon dans la USHL, qui est absolument en feu ces temps-ci. Je pense qu'il fait 6 pieds, c'est un attaquant, mais 38 points en 40 parties. C'est quand même beaucoup pour un joueur de cet âge-là en USHL. Il joue pour Muskegon, puis honnêtement, il est plus visible que Ryabkin dans les dernières semaines. Fait que c'est ça, depuis Noël, Lawrence, il y a eu 1 point dans chacun de ses matchs, sauf 2, dont 10 buts à ses 11 derniers matchs. Je rappelle, c'est un D-1. Puis si vous voulez voir ce genre de stats-là, c'est très simple. C'est avec un abonnement à Elite Prospects Premium. Oh, yeah. Applaudissez. EP Premium, ça vous donne accès à des filtres avancés. Genre, si vous regardez le classement des pointeurs puis vous voulez juste voir, mettons, des joueurs repêchés en première ronde ou des joueurs d'une certaine taille ou juste des joueurs éligibles au repêchage à venir, ça vous permet de mettre tous ces beaux filtres-là. Ça vous donne également accès aux game logs des joueurs. Fait que si vous voulez voir à chaque partie le nombre de points qu'ils ont fait, c'est avec Elite Prospects Premium que vous avez ça. Puis, avec le code promo BLG30, EP vous offre 30% de rabais sur votre abonnement annuel. C'est pas piqué des verres. Ça fait plusieurs années que j'y suis personnellement abonné, puis je l'utilise à tous les jours, honnêtement. Fait que je vous invite à faire de même. Fait que merci, Techno, pour ta question. T'en as-tu une quatrième tant qu'à être là? Non, ça va, merci, bye. Bon, merci, t'en reviendras, hein? Ouais, non, attends un peu. Bon. J'en ai une vraie dernière. Mais ça en va aussi, vas-y. Si t'avais un resto de sushi, ça serait quoi le nom? Oh, Antero Nitimaki. Bye, là. Va chier, à qui le tour? Oh, coudonc, on a-tu le doubleur français d'Eddie Murphy comme heckler dans la salle? Oh boy. On aurait le temps pour une petite dernière question. Oui, salut, c'est quoi ton nom, toi? Carnio.
Ah oui, Carniard, comme la fameuse phrase. Salut mon vieux, tu m'as jeté sur une nouvelle. Oui, ok. c'est ça. C'est quoi ta question, mon tannant? Hey, by the way, c'était pas toi le bassiste du band Zebda? En tout cas. Alors du coup, ma question n'a pas de lien avec le hockey. Mais quel serait ton top 10 des mots qui feraient de magnifiques prénoms s'ils n'avaient pas déjà une autre signification? Ouf, hey, écoute, ouais, tu m'en poses une bonne, là. Ok, laisse-moi y penser. Ouais, faut que j'y pense un peu. Ouais, boy. Laisse-moi y penser. Boy, top 10. Des mots qui feraient des bons noms. Laisse-moi y penser. Ok. Ouais, je pense que j'ai de quoi. 10, malaria. 9, ovaire. Les vieux noms, ça revient à la mode, là. 8, je triche un peu, mais ça serait marinade puis marionnette. Pour des petites jumelles, là, ça ferait des beaux noms composés. 7, catapulte. 6, démence. C'est quand même cute. 5, mitraillette. Pour une petite fille, là. 4, sarbacane. 3, chlamydia. Puis en deuxième et première position, là, mes deux préférés, nicotine et cigarette. Non, c'est pas vrai, j'en ai un encore mieux que ça. Un nom absolument farfelu. Mais ça existe pas des noms de même. Techno Mechanicus! Bon, c'est tout le temps bon de finir sur un callback, fait qu'on va finir ça là-dessus. Merci tout le monde d'avoir été là. Vous avez été un public exceptionnel. Ben oui, bonne main d'applaudissements, à part l'épée qui a pas formé son sel. Merci également à l'équipe technique, Gretsch Papatwika à la sonorisation, Blight Tatawaka à l'éclairage, sans oublier le gars qui voulait me manger le mulet tantôt, là, c'est bizarre. Merci au public à l'audio. Droppez un petit like sur cet épisode-là si ça vous a plu, partagez à vos amis. Abonnez-vous également afin de ne rien manquer des prochains épisodes. Puis on le dit tout le monde ensemble, c'est l'heure de dire au revoir. C'est l'heure de dire au revoir. Salut, puis merci tout le monde au Québec. Bonjour!